Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. J'avais envie de vous parler en vidéo des Knicks parce que, eh bien, un petit peu à l'image des Lakers, mais complètement à l'autre côté des États-Unis, on a une autre franchise qui est dans une saison très décevante après un exercice la saison passée beaucoup plus encourageant. Et eh bien, j'avais envie, via cette vidéo, de parler un petit peu des causes de la tourmente des Knicks parce que c'est toujours un cas d'école. Alors vous allez me dire, mais Blake, tu nous parles que des équipes qui tournent mal. Parle-nous aussi des équipes qui tournent bien. Alors peut-être que c'est mon côté un peu fataliste, un peu défaitiste, je ne sais pas. Mais c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que quand vous comprenez pourquoi ça marche pas, vous avez la recette en inversé pour a priori réussir quelque chose qui va marcher. Donc les Knicks, évidemment, cette saison dans la tourmente, toutes les données que je vais vous présenter étaient les données statistiques ou en bilan au All-Star Break. Donc après 59 matchs, je crois, joués par les Knicks. C'est une photo de la réalité de la NBA au moment du All-Star Break. Là, les Knicks, actuellement classés 12e dans la conférence Est, donc même pas en capacité d'aller jouer le play-in pour une éventuelle qualification en play-off. C'est terrible pour un groupe qui est resté grosso modo, on en parlera un peu plus tard, mais grosso modo le même par rapport à la saison passée et qui avait été 4e à l'Est la saison passée. C'est la dégringolade et c'est jamais une bonne nouvelle pour la NBA quand vous avez des très gros marchés, Lakers d'un côté, Knicks de l'autre, qui sportivement ne sont pas en rendez-vous parce que c'est la douche froide. Et Adam Silver et Mickey était en hélicobite absolu à l'idée d'avoir Lakers, Clippers, Nets, Knicks, donc 4 équipes issues des deux plus gros marchés de la NBA, même si évidemment Nets et Clippers sont moins populaires que Lakers et Knicks, mais ils sont dans un bassin de 20 millions d'habitants, donc il y a une attractivité médiatique, même s'ils sont moins populaires, s'ils vont loin dans les playoffs, qui est forcément marquée. Et on est passé de l'hélicobite à l'idée d'avoir 4 têtes de pont ultra compétitives à... il reste pas grand monde. Il reste peut-être les Nets qui peuvent tenter une remontada une fois au complet dans ces playoffs, mais sur le reste, ça va être très compliqué. Donc Adam Silver et Mickey, pourquoi je vous parle de Mickey? Parce que si vous ne le savez pas, la chaîne ABC et le groupe ESPN, qui sont les deux principaux diffuseurs de la NBA aux États-Unis, sont détenus par Disney. C'est Disney qui possède ces deux chaînes, donc en fait, quelque part, le plus gros client de la NBA, c'est Mickey. Et donc, quand la NBA va mal, Mickey va mal pour caricaturer, mais vous aurez compris le problématique. Alors avant tout, pour comprendre où en sont les Knicks là, en tout début mars 2022, il faut comprendre quelle a été la logique pour en arriver là, au commencement. Eh bien, au commencement, on a une équipe des Knicks, souvenez-vous, qui fait une saison régulière tout à fait encourageante la saison passée, et qui, à contrario, réalise une prestation en play-off absolument catastrophique. Les Knicks, on en avait fait une vidéo sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description de la série entre les Hawks et les Knicks. Les Knicks, ils ont été complètement surclassés par l'attaque des Hawks, qui faisait simplement du read and react sur du pick and roll, et la bonne défense des Knicks, qui était un peu leur marque de fabrique de la saison passée, s'est complètement écroulée sur des défenses toutes simples du pick and roll, et derrière, l'attaque, avec une défense qui a tout simplement un petit peu chargé sur Julius Randle, a été complètement neutralisé, et c'est fascinant et intéressant à la fois parce que ce qu'on a vu des Knicks face aux Hawks sur les playoffs derniers ressemble beaucoup à ce qu'on voit des Knicks là en ce moment. Et déjà dans la série, regardez, quand Julius Randle était sur le terrain, le rendement des Knicks, il était atroce en attaque, et au final, sur les 5 matchs de la série, on a eu des Knicks à 1,04 points pour 100 possessions. La moyenne NBA est à 1,10, donc à 110 points pour 100 possessions. C'était cataclysmique, c'était atroce. Donc, au sortir de ces playoffs, le constat, il a été très simple pour la direction de la franchise des Knicks. Ouais, les qualités de défense sont là, mais on n'arrive pas à attaquer. Il faut qu'on recrute des attaquants. Et l'arrivée de Kemba Walker à la place de Payton et l'arrivée de Fournier à la place de Reggie Bullock, c'est typiquement, ok, on va sacrifier un petit peu de défense pour récupérer des qualités d'attaque. Et au lieu d'être 3-4e défense, on sera peut-être 10-11, mais au lieu d'être 22-23 attaques, on sera peut-être 12-13. Et quand vous commencez à rapprocher du top 10 dans les deux compartiments,
vous commencez à devenir une équipe très très sérieuse. Donc la genèse, elle est là, dans cette équipe des Knicks qu'on voit là évoluer en 2022. Et ben, le problème, c'est qu'on a voulu renforcer l'attaque et que l'attaque a régressé. Donc tout le postulat de base, c'est en fait retourner contre les Knicks. On voulait progresser en attaque, on est aujourd'hui plus faible en attaque qu'on ne l'était la saison passée. On est 25e attaque, on était 22e. Donc en fait, on est en train de rétro-pédaler dans la smoule à New York, alors que c'est dans ce compartiment-là qu'on voulait progresser. Alors, on va pas expliquer dans cette vidéo pourquoi l'attaque des Knicks patauge dans la smoule. Ça mériterait une vidéo de 2 heures, voire plusieurs vidéos de 2 heures pour tout expliquer. Mais voilà, une des explications qui était l'explication de la saison passée et qui était l'explication des playoffs 2021 très très compliqués, c'est évidemment l'attaque. Il y a évidemment des problématiques d'attaque. Mais il y en avait en 2021, il y en a toujours en 2022, donc c'est pas nouveau. C'est pas ça qui explique que les Knicks sont en décrochage. Et effectivement, quand on regarde l'attaque des Knicks, mis à part ici à 45 degrés, à 3 points, merci Evan Fournier, cette attaque des Knicks, on comprend bien qu'elle n'a aucune qualité d'attaque. Il n'y a rien qu'on fasse mieux que la moyenne des autres équipes NBA, mis à part ici les petits tirs à 3 points à 45 degrés. Et si on va regarder les play types, les composantes de l'attaque, mis à part sur les hand-off, donc c'est les main à main, vous savez, initiés par Julius Randle, et puis il y a un Evan Fournier, ou il y a un Barrett, ou un autre joueur qui vient couper, c'est une passe en main à main, une passe collée, et le joueur sort de là et fait une petite élévation ou va au bout. Mis à part sur les hand-off, on est en train de parler de 5 possessions par match. Les Knicks ne sont classés dans aucun compartiment d'attaque avec une efficacité supérieure à la moyenne NBA. Donc en attaque, les Knicks, ils peuvent s'appuyer sur rien. C'est ça qui est catastrophique. On ne peut s'appuyer sur rien dans notre jeu d'attaque. On ne peut pas s'appuyer sur le pick and roll, on ne peut pas s'appuyer sur les tirs de loin, on ne peut pas s'appuyer sur le dos au panier, on ne peut pas s'appuyer sur l'isolation, on ne peut pas s'appuyer sur les tirs de champ. C'est le vide intersidéral. Et quand on regarde, j'aime bien regarder ces comparatifs. En 2022, l'attaque des Knicks a beaucoup changé par rapport à 2021 dans sa structure. On tire beaucoup plus à 3 points, 43%,34%. On va tenter un petit peu plus de lancers francs, on provoque un petit peu plus de fautes, mais globalement, on prend aussi un petit peu plus de rebonds offensifs. Merci Mitchell Robinson. Mais globalement, même si les composantes de l'attaque sont très différentes, il en ressort une attaque des Knicks, on le disait, qui était 23, qui devient 25, et une équipe qui avait le 23e tir pondéré ou tir réel, c'est une autre stat, mais c'est la même chose. Enfin, c'est le même classement, on est 23e, là on est 26e, donc les composantes de l'attaque sont très différentes, mais le niveau d'efficacité est le même. Donc on a vraiment un décrochage d'attaque et on perd, voyez, le même nombre de ballons. On joue aussi au même rythme, c'est un rythme très lent, les Knicks jouent très lentement, c'est le style Thibodeau. Mais clairement, même si l'attaque en elle-même est un problème, c'est pas ça qui explique le décrochage entre 2021 et 2022, même s'il y aurait énormément de choses à dire sur l'attaque des Knicks. Alors, ce que je m'étais aussi posé comme question en préparation de cette vidéo, c'était, est-ce que cette équipe des Knicks n'est pas finalement victime du fait que le niveau global de la conférence Est a énormément progressé par rapport à la saison passée. Parce que, évidemment, vous jouez dans le calendrier NBA plus de matchs contre des équipes de votre propre conférence et encore plus face aux équipes de votre propre division. Est-ce que les Knicks n'ont pas été victimes de ça ? Les Cavs sont montés en puissance, les Bulls sont montés en puissance, les Hornets, Celtics, Wizards sont toujours relativement compétitifs, et puis vous avez toujours les places fortes, Bucks, Nets à géométrie variable, les Hawks c'est inégal mais ils sont en train de revenir dans la course. Est-ce que les Knicks ne sont pas tout simplement victimes de ça ? C'est la même équipe mais on a des adversaires plus forts, donc on est en souffrance. Et bien en fait quand on regarde les 59 premiers matchs, en 2021, les Knicks avaient joué 28 de leurs 59 premiers matchs face à des équipes à plus de 50% de victoire. En 2022, on est à 31 sur 59. Donc en fait,
il y a un petit écart, de 3 matchs, mais c'est clairement pas significatif. Donc non, ils n'ont pas rencontré d'équipe plus forte. Alors oui, vous allez me dire, oui, alors il est possible qu'ils jouent contre les Bucks, par exemple, qui sont une équipe à plus de 50% de victoire, un jour où il n'y a pas de Giannis, donc ça fausse la donne. Oui, je suis d'accord, mais lisser sur l'intégralité d'une saison, c'est peut-être vrai sur un match, mais lisser sur l'intégralité d'une saison, ça s'équilibre. Donc non, c'est pas l'explication. En tout cas, il n'y a rien de probant à ce sujet. Est-ce que c'est pas lié à finalement une perte de rendement du banc? Parce que, souvenez-vous, la saison passée, c'est ici, les Knicks avaient le 2e meilleur banc de la NBA en différentiel points encaissés, points marqués. Et oui, cette 2e unité des Knicks, emmenée par Derrick Rose, apportait beaucoup. Et il y avait presque une continuité parfaite entre le rendement du 5 et le rendement du banc. Il n'y avait pas, vous savez, c'est les montagnes russes, le 5 cartonne, et puis ensuite c'est les joueurs du banc qui baissent un peu le rendement de l'équipe, et puis ensuite le 5 revient, etc. C'était assez linéaire côté Knicks, qui avait un super banc, et puis finalement, quand on regarde cette saison, les Knicks, ils ont le 4e banc, en fait. Donc le banc est toujours aussi intéressant, toujours aussi impactant que la saison passée par rapport aux autres bancs de la NBA. Donc oui, cette saison, Derrick Rose a manqué pas mal de matchs, mais c'était vrai aussi la saison passée. Souvenez-vous, la saison passée, il avait manqué aussi la moitié des matchs de cette équipe des Knicks. Donc c'est pas une problématique de banc. Clairement, le décrochage de l'efficacité de cette équipe des Knicks et toutes les défaites qui sont liées est lié à un décrochage de la défense dans plusieurs compartiments. On protège un petit peu moins bien le cercle. Les Knicks, la saison passée, 3e meilleure défense du cercle. On est tombé à 2, 4, 6, 8, 10, 11e. 11e, ça reste correct. Clairement, c'est pas ça qui justifie tout. Mais évidemment, on prend un petit peu plus de paniers au pourcentage près du cercle, donc c'est important de l'avoir en tête. La grosse explication du décrochage des qualités de défense des Knicks, c'est que c'était la meilleure défense des tirs à 3 points la saison passée. On avait une extrêmement bonne contestation des tirs de loin, une très bonne protection des tirs à 3 points. On est passé de la première place à la 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15e place. Donc ce qui faisait notre grande force la saison passée est devenu quelque chose qu'on fait de manière relativement moyenne, pour ne pas dire médiocre, cette saison. Et dans le sillage finalement de cette moins bonne contestation de tir de loin, de cette moins bonne protection du cercle, on a tout le niveau défensif global de l'équipe qui s'écroule, et c'est toute l'identité de cette équipe des Knicks qui s'efface avec cette défense qui régresse. On en avait fait une vidéo la saison passée, je vous mettrai le lien dans la vidéo, c'était il y a pratiquement un an, sur cette équipe des Knicks qui se remettait à défendre. Et pourquoi ça défendait bien la saison passée? Il n'y a pas de recette miracle. On était discipliné, on était appliqué, on faisait les bonnes pré-rotations, on allait faire des bonnes contestations sans sauter dans les feintes, et ça suffisait. Ça suffisait à ne pas laisser de trop gros décalage aux attaques adverses qui pouvaient exploiter des mismatchs ou des trous dans la défense pour trouver des lay-ups ou des tirs complètement ouverts. Et quand on regarde le 5 qui a joué le plus de minutes ensemble du côté des Knicks cette saison, eh bien on se rend compte que ce 5, donc Kemba Walker, Fournier, Randle, Robinson, Barrett, il encaisse 117 points pour 100 possessions, ce qui est absolument abject, avec un net rating, donc un différentiel points encaissés, points marqués de moins 14. C'est inenvisageable d'avoir votre 5 majeur qui est votre plus mauvais 5 sur le terrain. C'est juste un... J'en perds les mots. C'est juste... c'est le coup d'arrêt. C'est le coup d'arrêt à tout fan des Knicks. L'attaque est atroce, la défense est atroce. Et finalement, vous avez une unité qui passe le plus de temps ensemble, qui coule votre équipe. C'est aussi simple que ça. Et il y a un facteur qui est à noter. Quand Evan Fournier et Kemba Walker ont été ensemble sur le terrain, les Knicks ont vu leurs adversaires tourner à 38% de réussite
à 3 points. Cette saison, la moyenne est à 35,5 je crois. Donc on est pratiquement 3 points de pourcentage au-dessus de la moyenne NBA. C'est colossal. Hein. Vous allez dire 3 points de pourcentage, c'est rien. Non, 3 points de pourcentage sur une réussite à 3 points, c'est colossal. Surtout quand vos adversaires directs ont tenté 43% de leurs tirs derrière la ligne. Ça veut dire que l'adversaire prend 100 tirs, il y en a 43 qui sont derrière la ligne à 3 points, et sur ces 43, on est à 38%. Et quand vous êtes à 38% à 3 points, vous êtes à pas loin des 57-58% au tir réel, ce qui est astronomique. Fournier, Walker ensemble, les Knicks prennent l'eau. Fournier, Walker sur le banc. Les adversaires des Knicks tombent, on est toujours à 44% de fréquence de 3 points, tombent à 33% de réussite à 3 points. La ligne arrière des Knicks, parce qu'elle n'est pas disciplinée. Combien de fois, j'ai pas vu énormément jouer les Knicks cette saison, mais j'ai vu un peu de matchs. Combien de fois dans ces matchs, j'ai vu un Evan Fournier défendre sur le côté faible, donc le ballon est assez loin, et perdre de vue son défenseur, et puis derrière, il fait pas gaffe, et bam, son défenseur se retrouve sur un décalage, son attaquant du coup, se retrouve tout seul sur un décalage, et bam, j'allume à 3 points. Combien de fois on a vu Kemba Walker complètement aux fraises dans les pré-rotations, ouais, je sors pas, je sors mal, et finalement mon joueur est laissé tout seul, et il a un tir complètement ouvert à 3 points. Combien de fois cela est arrivé, et c'est absolument flagrant quand vous regardez le on-off des deux joueurs ensemble, et en fait, on a une ligne arrière des Knicks qui est normalement le premier rempart. C'est la première muraille de la citadelle Knicks. Vous avez la ligne arrière qui prend complètement l'eau et qui laisse des tirs complètement ouverts et aussi des drives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en retard sur une pré-rotation, qu'on saute dans une feinte, qu'on perd notre joueur de vue, ce dernier il peut aller pénétrer dans la raquette. Et ça oblige l'aide à venir compenser, et donc il y a un autre joueur qui est laissé tout seul, et comme on ne fait pas les pré-rotations, les attaques adverses s'en donnent à cœur joie, voire il n'y a pas d'aide, parce que Julius Randle est quand même spécialisé dans je viens mal aider ou je ne viens pas du tout aider, donc pire des cas, il n'y a pas d'aide, et on prend des lay-ups tout seul en dessous, où on a des décalages complètement ouverts à 3 points, et quand vous regardez le net rating de Kemba Walker à lui seul, voilà, il n'y a pas de commentaire. Hein. Il est à -9 quand la moyenne de l'équipe est à -2. Il fait 7 points de 7 points de net rating en moins que la moyenne de l'équipe. C'est cataclysmique. Évidemment, tout paraît plus clair dans la décision de Tom Thibodeau à un moment de carrément retirer Kemba Walker de la rotation, et là de la décision des Knicks de dire Kemba Walker, tu vas plus jouer, ça sert plus à rien. Si on veut avoir un dernier espoir d'aller en playoff, d'aller dans le play-in, ça se fera sans toi. Et puis là maintenant l'objectif c'est à l'intersaison de trouver le meilleur package pour t'envoyer ailleurs. Voilà, les Knicks ils en sont là, et on comprend beaucoup mieux pourquoi ils en sont là, tant l'arrivée de Kemba Walker, qui, souvenez-vous, à l'époque, et j'étais le premier à le dire, hein, à l'époque, était perçu comme un coup de maître des Knicks, parce qu'il l'avait récuséré à 8 millions avec une mid-level, après un buy-out du côté d'OKC, donc c'est pas dramatique, ça ne plombe pas les finances des Knicks, ils ne se sont pas engagés, mis dans une situation compliquée pour accueillir Kemba Walker, c'est juste que la mayonnaise n'a pas du tout prise, et celui qui devait porter l'attaque des Knicks n'apporte rien, et qui devait à minima essayer de préserver la défense, l'a dégradé d'une manière absolument colossale. Et voilà, moi ce qui m'a le plus choqué quand j'ai pu voir jouer un petit peu les Knicks cette saison, c'est le nombre de fois où ils ont été en retard pour contester les tirs, notamment les tirs à 3 points. Combien de matchs des Knicks on a pu les voir jouer où on voyait les défenseurs des Knicks passer leur temps à sauter comme ça, en retard, dans les feintes ou dans les tirs des tireurs à 3 points. Sauf que cette photo, pourquoi je vous l'ai mise? Parce que je la trouve particulièrement bien illustrée. Expliquez-moi en quoi ici, RJ Barrett conteste le tir de Tatum. RJ Barrett, il sert absolument à rien sur cette contestation. Et quand vous êtes en retard, vous avez beau essayer de gêner, ça gêne que dalle. Donc
Voilà, vous avez une équipe des Knicks. Je me disais à moi-même, mais les Knicks, en fait, ils passent leur temps à essayer de toucher le plafond du Garden. Ils passent leur temps à faire un concours de qui va réussir à toucher le plafond du Garden. Tellement ils sont en retard et tellement on les voit passer leur temps à sauter. Déjà, un close-out, on saute pas. Quand vous venez fermer sur un défenseur, on saute pas dans la feinte. Combien de défenseurs arrivent à contrer un joueur qui tire à 3 points? Alors oui, vous allez toujours trouver une séquence où ça arrive. Oui, on a en mémoire, quelques contres comme ça sur des tireurs à 3 points. Mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc sauter pour essayer de contrer, ça sert à rien. Et en face, vous avez des joueurs NBA qui, à l'entraînement, mettent 95 tirs à 3 points sur 100 tentés. Donc c'est pas une pauvre contestation avec 2 mètres de retard qui va changer quoi que ce soit dans leur mécanique de tir. Donc les Knicks, ils ont perdu en discipline, ils sont perdus en réflexe collectif, ils ont perdu en capacité de bien contester les tirs, parce qu'on ne laissait pas d'intervalle, parce qu'on venait bien fermer, et derrière, tout s'est écroulé. Et la défense, ne sous-estimez jamais dans la défense le facteur de dynamisme collectif, d'émulsion que les coéquipiers peuvent se transmettre en eux. Mettez-vous à la place de R.J. Barrett. Il voit Evan Fournier, il voit Kemba Walker faire nimp en défense. Être toujours en retard, ne pas faire les bonnes pré-rotations. Est-ce que lui, ça va lui donner envie de défendre? Il va se dire, ouais, c'est bon, les coéquipiers, ils font pas l'effort. Moi, je vais pas le faire, ça sert à rien. De toute façon, s'il y en a 2 sur 5 qui font pas l'effort, on va prendre l'eau. Donc, on le fait pas. Alors qu'à contrario, quand vous avez une dynamique collective où tout le monde fait l'effort, où tout le monde y va, eh bien on se pousse les uns les autres à y aller. On se motive les uns les autres à être disciplinés. Et ensuite, c'est d'autant plus flagrant quand vous rentrez dans le vestiaire avec la victoire. Parce que Thibodeau peut leur dire, voyez les gars, je vous ai demandé de faire ça, vous l'avez fait, vous l'avez bien fait, et on a gagné le match. Et les mecs se disent, mais il a raison le coach. Donc on y va, on continue. Dès que tout s'écroule, dès que tout s'effrite, c'est le château de cartes. Le château de cartes, il a beau être magnifique, s'il y a une carte du bas que vous enlevez, tout s'écroule. Cette carte, c'est Kemba Walker. C'est d'autres joueurs d'Enix qui étaient plus motivés, qui ne voulaient plus faire l'effort. Et derrière, tout s'est écroulé. Et voilà. Et la défense a sombré. C'est la dynamique collective qui n'est plus là, c'est l'énergie que se pouvaient transmettre les défenseurs d'Enix qui n'est plus là, ou qui est mal canalisée, et puis ça finit par Randle, bah vas-y, j'en ai plus rien à foutre, je viens pas aider, et puis ça finit sur Twitter avec des highlights de Randle en mode ah tiens, il fallait venir aider, ah d'accord, et puis la foudre s'abat sur lui, ce qui est normal quand vous êtes le joueur le plus payé de l'équipe, il faut assumer que la foudre s'abat sur vous quand l'équipe tourne mal, mais voilà la vraie explication de la saison très compliquée des Knicks, c'est sur le plan de la défense, on a régressé, et notamment dans la capacité à bien gêner la périphérie, parce que notre backcourt n'est pas structuré pour le faire, parce que la discipline qui avait fait la force des Knicks la saison passée n'est plus là, et derrière, tout absolument s'écroule. Et voilà, si on remet un petit peu le nez sous le capot de la défense, si on regarde sur les tirs de champ, les Knicks la saison passée c'était la meilleure défense des tirs de champ. Donc les tirs de champ ça va bien sûr être des tirs à 3 points sur attaque placée. Spot up c'est uniquement sur attaque placée. Ou ça peut être aussi décalage sur un joueur, feinte, et ensuite je me décale pour une autre élévation ou je me décale pour tenter un lay-up. Ça c'est aussi considéré comme un spot up, comme un tir de champ. Les Knicks la saison passée c'est la meilleure défense de la NBA sur les spot up. Et pourquoi c'est important? Parce que les spot-up, ça représente 26-25%, voire même 30% avec certaines équipes, de ce que produit une équipe en attaque en face de vous. Donc ça, c'est un compartiment immense. On est passé de la première place, on est en indice 100, à, c'est correct, on est en indice 70, sur attaque placée. Sur attaque placée, on est en indice 70, c'est correct, mais il y a une régression. Il y a une régression qui se paye sur attaque placée, et là où c'est absolument flagrant, c'est sur la défense de la transition. La saison passée, on est en indice 97, donc ça veut dire que l'équipe des Knicks est vraisemblablement la deuxième meilleure, j'ai pas le classement, mais en indice 97, c'est qu'il y a une seule équipe a priori qui est au-dessus de vous. Donc on avait une équipe des Knicks qui était la deuxième meilleure équipe de défense de la transition, ou du jeu rapide, des contre-attaques. On est tombé en indice 3. Ça veut dire que là, on est passé de la deuxième place
à la 29e place dans la défense de la transition. Et que font maintenant majoritairement les équipes de la NBA quand elles jouent en contre-attaque, quand elles jouent rapidement? Je vous laisse 3 secondes pour me donner la réponse. Eh ben, elles déclenchent à 3 points. Il ne s'est jamais tenté autant de tirs à 3 points sur des séquences de contre-attaque en NBA qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 passes, il y a un joueur qui coupe au cercle, la défense descend sur lui, il y a un joueur qui est laissé tout seul à 3 points, la passe arrive sur lui, et bam, tir à 3 points ouvert en transition. Et la défense de la transition ne se fait effectivement et correctement que par une très bonne défense collective et une très bonne communication collective sur le repli défensif, parce que quand vous défendez une contre-attaque, quand vous défendez une transition, c'est plus ouais, mon gars, c'est le mien c'est Steph Curry, le mien c'est Klay Thompson, le mien c'est Draymond Green, je me focalise sur le mien. Non, c'est ouais, Klay Thompson il est parti derrière, moi j'ai Steph Curry, je prends Klay Thompson, toi tu prends Steph Curry, toi tu fais la pré-rotation sur Draymond Green, et hop, on communique et on neutralise la transition. C'est une structure de défense collective. Cette défense collective n'existe plus aujourd'hui au Knicks. Et derrière, c'est absolument flagrant. Si vous voulez évaluer le niveau de défense collective d'une équipe, regardez comment elle défend la transition. C'est l'exemple parfait. Et là, tout est dit. Tout est dit sur la défense de la transition des Knicks. Et derrière, bah, c'est le trou noir. C'est le vide intersidéral, abyssal. Et aujourd'hui, il y a tellement de séquences qui amène des points au pourcentage, parce que la transition, c'est des points à 1,20 points par possession. C'est 120 points pour 100 possessions jouées. Donc c'est un rendement qui est très 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 élevé. Donc mal défendre la transition, c'est prendre une saucée en termes d'efficacité de l'attaque adverse. Et derrière, bah voilà, on a vu, sur les attaques placées, on défend moins bien les tirs de champ. Sur la transition, on est aux fraises absolues. Et derrière, ça s'écroule. Et derrière, ça s'écroule parce que cet effondrement de la défense n'a pas été compensé par une progression de l'attaque. Ce qui était un peu l'idée, ce qui était un peu le plan de base. Donc là, les Knicks, ça paraît ultra compromis pour essayer encore de sauver la saison, même si on a vu que l'équipe, dès lors qu'elle écartait Kemba Walker, s'en sortait pas trop mal. C'est encore bourré de lacunes, mais c'est mieux. Donc c'est toujours encourageant d'être dans le mieux. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour que les Knicks arrachent un play-in, arrachent une qualification en play-off? Ça paraît compromis. Et puis, est-ce que les Knicks ont intérêt à le faire? Est-ce que les Knicks ont intérêt à se battre pour sauver la saison, alors qu'un bon petit tanking pour récupérer un tour de draft un peu valorisé, est-ce que ça serait pas plus intéressant? Quoi qu'il arrive, c'est une saison à oublier, qu'elle soit sauvée ou non, et il s'agira à l'intersaison prochaine eh bien, de réassembler les pièces pour eh bien, se replonger dans le postulat de base, à savoir il faut qu'on retrouve des qualités d'attaque et un minimum de discipline en défense. En fait, on retrouve les Knicks il y a 2 ans, où il n'y avait ni attaque ni défense, et maintenant il faut reconstruire les deux. Courage, fans des Knicks, courage, et bon match à tous.